Chers amis, bonsoir. Je suis Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Je suis heureux de vous retrouver, d'animer cette table ronde. C'est le deuxième soir autour du thème générique que vous avez vu affiché en quelque sorte sur votre écran. Alors, j'ai 4 brillants panélistes autour de moi auxquels je vais dans 2 minutes céder la parole. Agnès Benassi, collègue de Paris 1 et de Paris School of Economics, qui est actuellement chef économiste de la Direction générale du Trésor, le docteur Jean-Paul Hamon, parce qu'il nous faut bien sûr un docteur dans le contexte actuel, tout se jouant à l'articulation du sanitaire et de l'économique et du social. Docteur Jean-Paul Hamon est président d'honneur de la Fédération des médecins de France, médecin de ville, comme on dit, médecine libérale. Ensuite interviendra Thierry Pêche, qui est directeur de Terra Nova, think tank bien connu, et Laurent Bigogne, qui est également directeur d'un autre think tank également bien connu, l'Institut Montaigne. Alors, ce que je voulais dire en 2 minutes pour introduire le sujet, c'est que dans le brouillard actuel, je dis brouillard à la fois du point de vue de la crise sanitaire et du point de vue de ses conséquences économiques, sociales, etc., il y a quand même quelques certitudes, si je puis dire, dans ce contexte extrêmement compliqué dans lequel nous sommes aujourd'hui. La première certitude, au fond, qui résulte de ce que nous vivons depuis le mois de mars, c'est que tout se joue à l'interface entre le sanitaire, l'économique et le social, et qu'il y a cet équilibre extrêmement difficile à trouver pour les gouvernements, pour les États, entre le sanitaire, l'économique, quand il y a des arbitrages entre l'un et l'autre. Deuxième certitude, les États et les banques centrales vont continuer à faire le job. On a parlé d'open bar, le président de la République a parlé de quoi qu'il en coûte, c'est une certitude en tout cas à court terme. Troisième certitude, il y a des tendances lourdes qui vont se manifester au-delà de l'inscription dans le temps de la crise que nous traversons. Il y a des secteurs qui sont durablement plombés. Je n'ai pas le temps d'insister, on y viendra sans doute. Il y a des comportements qui vont être durablement modifiés, que ce soit du côté de l'investissement, de la consommation, de l'épargne, du travail, le télétravail, etc. Et donc, l'objet principal de cette table ronde, c'est d'insister sur les tendances lourdes, par-delà, j'allais dire, les accros conjoncturels. Chère Agnès, je te donne la parole donc pour ton introduction. Agnès. Agnès. Christian, oui. J'ai peut-être oublié de mettre mon micro. Non. Vous m'entendez pas? Vas-y. Vous m'entendez pas? On t'entend, on t'entend. C'est bon. Vas-y. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'aurais pu parler des finances publiques, mais je l'ai laissé de côté et on y viendra peut-être dans les questions. Je voudrais centrer mon introduction sur le tissu productif français en abordant 3 questions, mais très rapidement. Le premier qui a surgi au début de la crise, qui est celui de la vulnérabilité des approvisionnements. Et donc, je m'appuierai sur un trésor économique qui apparaître jeudi, donc dans 2 jours, par Christophe Bonneau et Mounir Hanaka, trésor économique consulté sur le site de la DG Trésor. La deuxième question, c'est celle de la préservation du tissu productif, adaptation. Donc, c'est l'année de l'adaptation pour préserver l'existant. Et maintenant, 2021, ça va être un peu l'adaptation. Et donc, quels sont les risques de ce qu'on appelle la zombification et les problèmes de réallocation intra- et intersectorielle. Et le troisième point, ça concerne l'impact de la crise, en fait, en termes d'accélération de la numérisation de l'économie, qui est porteuse donc de gains de productivité, mais aussi de résilience. Et là, je m'appuierai sur un travail de Cyprien Battu, Yuri Tabet sur le télétravail et un autre de Robin Faquet et de Vincent Malardet sur la numérisation. Alors, pour aller très vite au premier point, la vulnérabilité des approvisionnements, la France est dans une position en réalité relativement favorable par rapport à ses voisins. La France importe donc des intrants pour sa production, mais principalement de l'Union européenne. Et parmi ces fournisseurs hors Union européenne,
que les importations soient concentrées sur un seul pays ou un petit nombre de pays. Et là, il est extrêmement encore plus rare que ce pays n'est plus dans le monde, sur la planète. Donc, c'est plutôt mieux que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou encore plus l'Espagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais on a fait beaucoup de cas de cette question de la vulnérabilité, et en particulier pour les approvisionnements dans les produits de santé. Bon, on était face à une explosion de la demande mondiale. Donc, même s'il y avait eu, disons, une bonne diversification des approvisionnements, on aurait quand même eu un problème. Alors, je voudrais passer ensuite à la question du tissu productif. Donc, comme j'ai dit, 2020, ça a été l'année du sauvetage. Ce sauvetage, il avait une certaine valeur puisqu'on a pu calculer, nous, au Trésor, que le risque d'insolvabilité de prise avec cette crise était touché des entreprises relativement plus productives en temps normal. Le sauvetage a une valeur particulière à des entreprises au produit normal et ça a relativement bien marché. On voit que les défaillances sont en recul en 2020 par rapport à 2019 et parmi les entreprises qui sont en difficulté en ce moment, elles ne sont pas plus productives en moyenne qu'en 2019. Donc, les dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir les entreprises n'ont pas, contrairement à ce qu'on lit parfois, n'ont pas soutenu des cadres boiteux nécessairement. Elles ont bien soutenu, et en particulier les entreprises qu'on voulait soutenir. Alors, ça veut dire que le risque de zombification, les entreprises qu'on appelle zombies, ces entreprises qui n'arrivent pas, qui courent après leur dette, qui n'arrivent pas à réduire leur niveau d'endettement avec, elles ne font pas suffisamment de profit ou alors elles ont trop de dettes. Ce risque, il existe, il n'est pas avéré pour l'instant. Alors, ensuite, 2021, eh bien, ça va être l'année de l'adaptation. Alors, ça suppose plusieurs choses. La première, c'est un rééquilibrage des bilans, donc que se déploient en fonds propres. Donc, c'est l'objet des fonds relancés. Il y en a une centaine qui sont déjà labellisés. Et également les prêts participatifs qui vont se déployer. La deuxième chose, eh bien, récemment des entreprises qui seront, vous savez, 10%, donc il y en a moins. Il y en a malheureusement plus que d'habitude. Et donc, l'idée, ce serait quand même de favoriser les procédures préventives dont on sait qu'elles ont un taux de succès bien supérieur aux procédures de type de redressement judiciaire, évidemment, la liquidation, elle n'a pas d'objet. Alors, donc ça, c'est l'objet de la transposition de la directive insolvabilité qui est en cours, qui va permettre, si on la transpose bien, d'améliorer encore le dispositif pour les entreprises en difficulté. Et la troisième chose, ça va être la doctrine d'intervention de l'État. L'État est un créancier, lui aussi, un créancier même senior, et donc il va devoir bien, sélectionner les entreprises qu'il veut continuer à soutenir en 2021. Et là, il y a vraiment une doctrine qui va être donc l'objet des débats. Donc pour éviter tout ça, pour éviter la zombification, l'arbitrage entre eux, sélectionner les entreprises qui ont le plus de chances de rebondir, les défenses trop considérées dont je vais pas seront très difficiles. Alors justement, les réallocations de facteurs de production. Donc on sait que dans une crise, on a des entreprises qui vont fermer et qui vont libérer du travail et du capital pour d'autres entreprises. Ça se fait majoritairement, contrairement à une idée reçue, ça se fait en général majoritairement dans l'intrasectoriel, à l'intérieur de chaque secteur. Donc, par exemple, les entreprises qui sont numérisées vont absorber de l'activité au détriment des entreprises plus classiques, où on aura éventuellement une répartition géographique de l'activité qui va changer. Et plus généralement, les entreprises plus efficaces devraient absorber les moyens de production des entreprises les moins efficaces et absorber leur marché. Tout ça, évidemment, c'est facile à dire, c'est très compliqué à mettre en œuvre, on est d'accord. Il y aura également des règles intersectorielles entre secteurs, donc on essaie d'avoir des surcapacités, pas forcément, et c'est pas forcément, on pourra en parler tout à l'heure, relativement optimiste, la capacité sectorielle aujourd'hui partie, comme là, en fait, le risque sanitaire sera écarté. Mais il y aura également des secteurs en sous-capacité, et là, je voudrais quand même mentionner le plan de relance qui va déployer des marchés pour des entreprises, par exemple, qui s'affectent dans la rénovation thermique.
Alors, ceci ne sera pas facile, en particulier du côté du travail, puisque ça suppose une politique de formation extrêmement active. On sait que 90% des emplois, des destructions nettes d'emplois depuis le début de la crise ont été concentrées dans 5 secteurs. Ces 5 secteurs, ils représentent 39% des emplois en 2019, donc ça fait du monde. Alors, même si les réallocations nécessaires seront plutôt marginales, hein, on peut pas, enfin, c'est pas des secteurs qui vont être condamnés de leur entièreté. Ça va, il y a du monde et d'où d'aplanir de temps assez réel. Je termine une numérique notamment les PME étaient en retard dans le numérique par rapport aux grandes entreprises avant la crise. Nous, on a calculé au Trésor qu'entre un commerce non alimentaire qui faisait de la vente en ligne et un commerce non alimentaire qui ne faisait pas de la vente en ligne, eh bien, pendant le premier confinement, le deuxième a vu son chiffre d'affaires baisser de 35 points de pourcentage de plus que le premier. Donc, je pense que les commerces vont prendre conscience de l'importance de cette numérisation, pas seulement en termes de productivité, mais aussi de résilience lorsqu'il y a une crise. Pour le télétravail, je serais peut-être un peu plus prudente. On ne connaît pas très bien encore les effets du télétravail parce que les études qu'on a souffrent de problèmes inverses. Si vous voulez, l'expérience de télétravail avant la crise, c'était volontaire, l'entreprise était volontaire, les salariés étaient volontaires, exactement ce qu'on a vécu pendant la crise. Il y a pour dire que le télédéveloppement, ça pourrait aussi avoir un impact favorable sur le marché du travail, puisque si le lieu de travail et le lieu de vie sont un peu plus décorrélés, ça peut accroître la capacité des entreprises à trouver la manœuvre qui leur convient et accroître la capacité des travailleurs à trouver l'entreprise qui leur convient. Sur les implications géographiques, alors on se prend à rêver du fait que ce serait la grande revanche des petites localités qui ont été très malmenées par la mondialisation. C'est pas complètement évident. Les grandes métropoles, les grandes villes ont connu des pandémies dans l'histoire et ont été très résilientes en réalité. On pourrait imaginer des implications un peu, donc quand on lit un petit peu les spécialistes d'économie géographique, qu'on pourrait avoir au contraire un renforcement sous forme d'un étalement encore plus important que ce qu'on a connu. Éventuellement, des villes c'est leur épingle du jeu ou sur l'environnement ambigu, puisqu'on peut imaginer moins de trajets domicile-travail, mais des trajets plus longs et des possibles effets de rebond sur d'autres activités. Voilà. Et je vais terminer juste pour dire que si vous avez regardé la dernière note, une note récente de l'INSEE, il ne faut pas s'emballer trop rapidement sur le télétravail. Quand on interroge les entreprises sur leurs intentions en matière de télétravail, elles restent extrêmement prudentes pour l'après-crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole au docteur Hamon. Docteur, vous êtes beaucoup exprimé depuis le début de la crise sur l'articulation entre le secteur public des hôpitaux et la médecine de ville. Et j'imagine que c'est là-dessus que vous allez nous apporter également des éléments. Et je sais que vous avez des propositions et des recommandations à présenter. Merci d'être avec nous. À vous. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que depuis le début de cette crise, on a le sentiment que les médecins libéraux n'ont pas été très écoutés. Et je dois dire que le Ségur de la santé a été une grande déception parce que les propositions qui sont faites, à mon avis, relancent tout simplement la machine à creuser le déficit, alors qu'on pouvait espérer que, à l'occasion de cette pandémie, et puis à l'occasion du desserrement de la bourse auquel on assistait, et du déficit qui se creusait, je trouvais que si on avait dépensé 5 ou 6 milliards de plus, ça n'aurait pas pesé beaucoup dans l'océan de dette qui s'apprête à être creusé.
et c'était l'occasion unique de refonder un système de santé qui marcherait sur ses deux jambes, un secteur libéral organisé qui permet d'éviter l'hospitalisation et de raccourcir les hospitalisations, et un secteur hospitalier qui devient un véritable collaborateur et non un concurrent. Parce que on a bien vu les hôpitaux qui courent pour rembourser leur dette qui était quand même de 45 milliards, si je me souviens bien. Et j'avais proposé d'effacer carrément la dette hospitalière pour instaurer une vraie collaboration et supprimer cette concurrence. Et l'exemple français, c'était les urgences où l'IGAS a déjà dit que sur les 20 millions de passages, il y en a 10 millions qui n'ont strictement rien à faire à l'hôpital, mais que les MIGAC permettent à l'hôpital d'encaisser à l'occasion de ces 10 millions de passages près de 3 milliards, et que on voit bien que les urgences ne sont pas disposées à priver l'hôpital de ces 3 milliards. Alors que si on permettait aux médecins libéraux de s'organiser, notamment avec le fameux service d'accès aux soins qui permettrait de prendre en charge des soins non programmés et ces 10 millions de passages qui n'ont strictement rien à faire à l'hôpital, on pourrait très bien transférer ces 3 milliards sur la médecine de ville et faire en sorte que l'hôpital ait les moyens de l'hospitalisation et que les urgences aient les moyens d'accueillir ce pourquoi elles sont faites, les véritables urgences. Et on a bien vu qu'avec le Ségur de la santé, bon, on a bouché rapidement les trous en ce qui concerne les salaires et on a effacé une partie de la dette, mais sans réorganiser le système de soins. Et c'est pour ça qu'avec mon ami Rosenweg, on a fini par écrire un deuxième livre dont le titre devait être Qui veut tuer la médecine libérale, mais Albin Michel a trouvé que ce serait plus vendeur si on mettait Qui veut tuer nos généralistes, parce que on a bien vu dans la gestion de cette crise que les médecins généralistes avaient été complètement oubliés, au point que quand il s'agit de verser les primes aux internes qui avaient participé à la gestion de cette crise, les internes en médecine générale, ceux qui effectuaient leur stage en ville, avaient été oubliés initialement dans la distribution des primes. Et j'avais dû téléphoner à Olivier Véran pour protester, alerté par mon interne qui venait consulter avec sa blouse, ses lunettes, ses charlottes, ses gants, qui se lavait 3-4 fois entre chaque patient, qui m'a dit qu'elle ne toucherait pas de prime. Et j'ai appelé Olivier Véran qui m'a dit non, ça a été corrigé. Et je lui ai souligné que certes, ça avait été corrigé, mais qu'au départ, ça n'était pas prévu. Et on a vu la même chose pour les anesthésistes libéraux qui ont permis au système de tenir et qui, eux, ont dû protester pour avoir droit aussi à la prime qui avait été réservée à leurs hospitaliers. Donc on voit bien que à l'occasion de cette crise, la médecine libérale était considérée comme quantité négligeable, et c'est pourquoi il faut qu'on fasse cette véritable réforme. Et moi, j'avais proposé justement qu'on efface complètement la dette hospitalière, qu'on instaure une vraie médecine de ville qui permette de raccourcir les hospitalisations et d'éviter les hospitalisations. Donc, si vous voulez, après, je pourrais développer, si vous voulez. Je n'ai pas envie de développer trop, mais c'était ça l'idée, qu'on refasse un système qui marche sur ses deux jambes. Et je pense que mettre 5 ou 6 milliards de plus sur la médecine de ville, avec une condition, c'est-à-dire qu'avec une médecine de premier recours qui accueille les patients, avec un secrétariat d'accueil, avec de quoi accueillir des internes pour leur faire découvrir une médecine libérale qui est passionnante à exercer et que moi, je me résous pas à quitter. Après, je devrais être parti depuis 9 ans à la retraite et je vois bien que j'ai pas envie d'arrêter. Si on donne les moyens d'accueillir correctement les patients et qu'on donne les moyens aux médecins de travailler dans de bonnes conditions, en collaboration avec l'hôpital, je pense sincèrement qu'on peut s'en sortir et que c'est l'occasion unique, vu les milliards qui sont mis sur la table, et ça ne changerait pas beaucoup la vie des Français qu'on mette 7 milliards de plus sur la médecine de ville. Merci. Merci beaucoup, docteur. On reviendra dans le débat sur certains des points que vous avez abordés. Je me tourne vers Thierry Pêche, directeur donc de Terra Nova. Thierry, à toi. Merci Christian. Je voudrais commencer par
remercier le Cercle des économistes d'avoir pris l'initiative de cette rencontre qui va brasser des points de vue très différents. Et sur la crise que nous traversons, c'est particulièrement précieux. Nous-mêmes, à Terra Nova, nous avons lancé dès le mois de mars dernier une longue série de contributions qui s'efforçait de décloisonner justement les disciplines, les points de vue institutionnels. C'est extrêmement important pour essayer d'y voir clair dans ce que Christian a qualifié de brouillard. Comme lui, je pense que l'essentiel de la crise que nous connaissons se joue à l'interface des champs qu'il a précisés, le champ sanitaire, le champ économique, le champ social. J'y ajouterai pour ma part, et ça ne vous étonnera pas, le champ écologique. Mais j'ai envie de dire que ce qui caractérise cette crise, c'est aussi le conflit des temporalités. On a une première temporalité qui est la temporalité très courte de la protection de soi, de la protection des autres. Ça, c'est le temps de la crise sanitaire elle-même. Et puis, il y a une deuxième couche de temporalité qui est la temporalité de l'urgence économique et sociale, puisque cette crise sanitaire a très vite montré ses effets économiques, effets absolument majeurs. Et donc, il faut pourvoir à toute une série d'urgences parce que des gens perdent leur emploi, parce que des jeunes n'en trouvent pas, parce que les plus pauvres sont aussi souvent les plus frappés par la maladie et ses conséquences. Et puis, il y a une troisième couche de temps qu'heureusement, on n'a pas oublié, en tout cas en France et en Europe, me semble-t-il. C'est le temps long de la crise écologique qui va être la majeure, finalement, du siècle, à beaucoup d'égards. Et le problème, c'est que tous ces horizons de temps s'entrechoquent. Le thème même de cette rencontre, la santé ou l'économie, montre bien que dans l'esprit de certains, en tout cas, il pouvait y avoir une forme de dilemme. Et on l'a vu dans les jeux de stop and go des pouvoirs publics, retournez au travail, protégez-vous, rentrez chez vous, revenez au travail. Cette contradiction était très, très vive. Mais il y a une autre contradiction, c'est que ce qu'il faut faire pour régler la crise économique et sociale est parfois antagoniste, antinomique avec ce qu'il faut faire pour répondre à la crise écologique, climatique, mais pas que climatique, qui vient. Investir dans sauver l'aérien, sauver l'automobile, très bien, c'est sauver des secteurs qui sont très émetteurs de CO2 et donc c'est s'éloigner dans le même temps de notre trajectoire carbone et des engagements internationaux que nous avons pris et qui de plus ont été relevés il y a quelques jours. Et donc nous sommes dans la situation que j'avais appelée dans une autre rencontre du Cercle des économistes il y a quelques mois, la situation de l'âne de Buridan. Vous savez, l'âne de Buridan, dans la philosophie médiévale, c'est cet animal qui a extrêmement faim et extrêmement soif, et il est à égale distance d'un seau d'avoine et d'un seau d'eau. Plus il s'approche du seau d'avoine, plus il s'éloigne du seau d'eau et il risque de mourir de soif, et plus il s'approche du seau d'eau, plus il s'éloigne du seau d'avoine et il risque de mourir de faim. Ce dilemme n'a a priori pas de solution, mais une des leçons de cette fable, c'est que la seule situation dans laquelle il est sûr de mourir, c'est s'il ne bouge pas du tout. Il faut qu'il se mette en mouvement. Et donc notre problème, pour moi, notre problème principal, c'est d'arriver à surmonter ces contradictions et à mettre en valeur des politiques présentant de forts co-bénéfices. Je vais en citer quelques-unes pour montrer que on peut surmonter ces contradictions. C'est difficile, mais on peut y arriver. Une première politique qui a été évoquée très brièvement par Agnès, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Il en est beaucoup question à cause des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais il en était question aussi dès le plan de relance, puisque des moyens financiers conséquents ont été mis au service de cette cause. La rénovation thermique des bâtiments, ça coche presque toutes les cases que je viens de citer. Ça coche bien sûr la case écologique, puisque des bâtiments mieux isolés sont moins émetteurs de CO2. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais vous savez que le bâtiment, c'est 20% de nos émissions de CO2, donc c'est pas rien. Ça coche la case économique parce que ça va être un gisement de création d'emplois, de montée en compétence des métiers qui est tout à fait considérable. Songez qu'on a dans notre pays aujourd'hui environ 5 millions de passoires thermiques classées F ou G.
Si vous comptez environ 30 000 euros de rénovation par passoire thermique, c'est un marché absolument gigantesque, qui peut d'ailleurs s'étaler sur des années et des années. Et puis ça coche la case sanitaire aussi parce qu'il fait meilleur vivre dans des maisons où on ne grelotte pas l'hiver et où on ne suffoque pas l'été lors de canicules qui seront malheureusement toujours plus nombreuses. Autre exemple de conciliation des objectifs a priori contradictoires que j'ai cités. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Agnès également, mais peut-être avec moins de prudence et plus d'optimisme qu'elle, c'est le télétravail. Le télétravail, ça coche aussi beaucoup de cases. D'abord, quand les gens télétravaillent en période de crise sanitaire, ils s'exposent moins à la rencontre avec le virus. Ils ont moins de contacts sociaux et donc ils se protègent. Quand les gens télétravaillent, ils font aussi moins de trajets domicile-travail, ils émettent moins de CO2. Le transport, vous savez, c'est 30% des émissions de CO2, donc c'est pas tout à fait rien. La qualité de l'air dans les agglomérations en est améliorée, naturellement. La qualité de l'air serait responsable, dit-on, d'environ 40 000 morts prématurées par an dans notre pays. Donc c'est également un enjeu sanitaire important. Et enfin, le télétravail en période de crise sanitaire, c'est aussi une façon de poursuivre l'activité économique, ce qui est évidemment très précieux, et donc de surmonter le dilemme entre santé ou travail. Moi, je crois que vous nous demandiez, Christian, de nous arrêter sur les tendances lourdes et durables révélées par cette crise. Il me semble que là, on en tient une. Je ne crois pas un instant que l'expérience qui a été faite du télétravail par ceux qui pouvaient télétravailler, alors c'est pas tout le monde, hein, ça crée des inégalités aussi dans la société, le télétravail. Je ne crois pas un seul instant que cette expérience ne laissera pas de traces. Au contraire, elle va laisser des traces aussi dans la culture managériale dans les entreprises. On a encore en France une culture managériale assez hiérarchique, assez command and control, qui ne permet pas aux individus de s'épanouir et je pense de donner le meilleur d'eux-mêmes. On doit inventer une culture managériale de la confiance et je pense que cette crise sanitaire, bizarrement, nous aura aidés sur ce chemin. Nous avions fait une enquête auprès de 2000 personnes ayant télétravaillé dans la période du premier confinement, donc dans des conditions qui étaient particulièrement difficile parce qu'on télétravaillait avec ses enfants sur les genoux, parce que les écoles étaient fermées, parce que c'était pas quelques jours par semaine, mais toute la semaine. Eh bien, néanmoins, 75% des personnes interrogées se disaient très satisfaites, et elles souhaitaient que ça dure, elles souhaitaient que on continue, peut-être pas tous les jours de la semaine naturellement, mais de façon beaucoup plus régulière. Encore un exemple, si vous... Il faut que je conclue. Alors, très bien. Je conclue d'un mot sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit, mais qu'il faudra évoquer, qui concerne les transformations de la démocratie sanitaire. Je crois que la crise nous a poussé aussi à réinventer les formes de notre démocratie, mais on pourra peut-être y venir dans le débat. Je m'excuse d'avoir été trop long. Merci. Non. Excellent. Je me tourne vers Laurent Bigogne, directeur de l'Institut Montaigne. Laurent, à toi. Merci Christian, et je joins évidemment mes remerciements à ceux de Thierry et des autres orateurs pour le cercle. Peut-être très rapidement, dans les 5 minutes qui me sont imparties, insister sur 3 dimensions. D'abord, cette crise va laisser des séquelles. C'est le cas de toutes les crises. Il y a là des indentations auxquelles il faut qu'on soit particulièrement attentif. Alors, Agnès en a évoqué, elles vont toucher certains secteurs, elles vont enclencher ça et là des baisses de productivité qui sont importantes, mais c'est pas nécessairement ce que je veux regarder ce soir. On cherche les tendances de long terme. Moi, je suis évidemment assez préoccupé de la situation dans le champ éducatif, notamment chez les élèves les plus jeunes, parce que là, il y aura un effet d'hystérèse important pour eux, mais aussi, évidemment, quand ils cumulent la caractéristique d'être parmi les populations les moins favorisées, donc par exemple celles où on a peut-être moins bien pu maintenir la solution du travail à distance, et encore c'est difficile évidemment dans les toutes petites classes. Vous le savez, on a eu des évaluations au mois de novembre produites par l'ADEP, donc au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui montrent par exemple qu'au niveau du CE1, entre 2019 et 2020, il y a eu une perte de 4 points de ceux qui savaient lire en CE1 à haute voix,
à la rentrée. Alors vous allez me dire une perte de 4 points, c'est pas important, mais enfin une perte de 4 points sur une génération de 800 000 enfants ou de 750 000 enfants, ça fait une trentaine de milliers d'enfants qui sont touchés. Et évidemment, quand on rapporte ça aux chiffres de la difficulté scolaire, c'est assez considérable. Alors, il n'y a pas eu que des choses compliquées du point de vue de la gestion de la crise, puisque par exemple la même enquête de l'ADEP à la rentrée montrait, en tout cas cet automne, montrait une progression au niveau des classes de sixième, pas dans tous les milieux, j'insiste sur ce point, mais une progression quand même, et même une certaine forme de satisfaction, par exemple vis-à-vis des parents. Donc j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que des histoires malheureuses à se raconter, mais il faut bien avoir en tête que nous allons vivre avec un certain nombre de séquelles, et que ces séquelles sont compliquées à corriger dans le temps et demandent énormément d'efforts et de mobilisation, et je crois d'ailleurs que c'est évidemment ce qu'a le ministère en tête. On peut prendre un deuxième type de séquelles, c'est quid de l'enseignement supérieur. Vous savez que une des modalités par laquelle on organise l'insertion, la sortie de l'enseignement supérieur désormais, c'est l'apprentissage. Ce qu'on remarque sur les enquêtes là aussi publiques, une vient d'être communiquée, c'est que les chiffres de l'apprentissage sont plutôt rassurants sur l'année 2020. Mais ils sont rassurants parce que justement la partie qui concerne l'enseignement supérieur a décollé, là où la partie qui concerne les moins bons niveaux de qualification, les niveaux de qualification les plus faibles, par exemple tous ceux qui visaient un apprentissage dans le secteur qu'on qualifie d'ORCA, hôtel, restaurant, café, bien ceux-là vont avoir payé un très lourd tribut. Donc cette crise, on voit bien qu'elle crée des asymétries, mais elle va créer chez certains jeunes, soit chez les plus petits, soit au niveau de ceux qui sont déjà plus âgés et en situation d'une première insertion, des indentations qui vont être des indentations durables et, me semble-t-il, auxquelles on doit être particulièrement vigilant. C'est vrai de la phase de relance, c'est vrai de la phase qui va peut-être, je l'espère, après le deuxième trimestre 2021, nous conduire vers une sorte de quasi-normale. La crise, deuxième point, elle ne crée pas que des séquelles, elle crée aussi des opportunités. Je crois que ces opportunités, je les cite rapidement, il faut les saisir assez vite. Il y a évidemment, on l'a dit, la digitalisation d'un certain nombre de services publics. J'ai insisté sur l'éducation. Je pense qu'on pourra avoir un débat avec le docteur Hamon Riche, effectivement, sur le rôle qu'on aurait dû faire jouer à la médecine de ville, et Riche aussi sur les transformations qui l'accompagnent. On peut aussi évidemment évoquer l'accélération de l'investissement digital des petites entreprises françaises, du petit commerce français, et il y a là, j'espère, des choses qui vont être acquises dans le bon sens. Encore faut-il qu'évidemment, du point de vue de la captation de la valeur, de la donnée, les choses se fassent normalement et les choses se fassent avec un minimum de protection des asymétries par rapport à des acteurs qui évidemment sont en situation de tout prendre ou de prendre une bonne partie. Parmi les opportunités qui m'intéressent, il y a celle là aussi du financement des études supérieures. Pour la première fois, on a des populations qui ne sont pas prises dans les filets habituels de l'aide sociale, qui appartiennent plutôt à la classe moyenne, voire même à des couches déjà relativement avancées de la classe moyenne, dans l'échelle des U, et qui ont un problème de financement de leurs études. Je pense qu'on doit utiliser la crise pour réfléchir à la façon d'accompagner dans le financement des études, soit à travers des garanties, soit à travers des prêts même directement opérés par le champ public, par un BPI ou un autre acteur. On doit réfléchir à une façon nouvelle d'aider les jeunes Français, quel que soit leur milieu social, à financer leurs études supérieures, tout en contingentant, évidemment, à leur espérance de revenus futurs, leur capacité, pourquoi pas, évidemment, à rembourser ces sommes une fois entrées dans la vie active, et sommes qui doivent rester, j'en ai bien conscience, très, très modestes. Mais je pense qu'on peut aussi profiter de la crise pour revoir un certain nombre de choses qui nous permettraient à la fois de mieux financer les études, de mieux financer les établissements d'enseignement supérieur. La crise n'est pas qu'une fatalité, elle est aussi une occasion de reposer un certain nombre de questions. Troisième point, et j'en termine là, Christian, il faut maintenant, je crois, et l'État a commencé à le faire, réfléchir véritablement à l'atterrissage. Les prévisions d'atterrissage de la Commission européenne pour 2022 distinguent bien la situation de l'Allemagne et des Pays-Bas. On est face à des pays qui auront entre 2 et 4% de déficit, toutes choses étant égales par ailleurs, et un rapport dette sur PIB de 70%. En France, en Belgique, en Espagne, en Italie, on sera plutôt à 6 ou 8, plus du double, et on sera à un ratio de dette sur PIB de 120-160%. On a mis 10 ans à se remettre de la crise de 2008-2009, ce qui, moi, me fait ouvrir vers deux questions. Quand est-ce qu'on est en situation de commencer à faire la pédagogie de ce qu'il faudra arrêter la machine à dépenser? Et je le dis après que l'Institut a publié ce week-end une étude justement pour inviter à un effort ponctuel mais fort et massif en direction des ménages les moins favorisés. Donc
j'ai conscience des deux côtés de la rivière, mais je me tourne aussi vers l'avenir. Et deuxième question, quelles sont les réformes structurelles qu'on doit envisager dès maintenant, avant la présidentielle et dans le débat présidentiel, pour ne pas donner le sentiment aux Français qu'on les prend sans avoir pensé à évoquer ces grandes questions qui vont nécessairement revenir parce qu'elles n'ont pas disparu, enfuies dans le Covid, et parce qu'elles portent aujourd'hui un certain nombre de questions qui sont fondamentales si on veut pouvoir, à un moment ou à un autre, évidemment, ne pas étouffer notre économie sous le poids de la dette. Et indépendamment des mécanismes économiques, c'est aussi des mécanismes sociaux ou intergénérationnels dont il s'agit. Je pense qu'on a tous conscience du tribut que les jeunes payent à la crise. Il faudra qu'on revienne à un moment ou à un autre. C'est obligé à la question de la réforme des retraites. C'est pas nécessairement le lieu d'ouvrir ce soir, mais je pense qu'il faut qu'on ait le courage de parler des grandes réformes qui restent à faire pour requérir le pays au moins, j'allais dire, à un niveau de compétition et à un niveau de dépenses qui n'accentue pas la divergence au sein de la zone euro et plus largement de l'Union européenne. Merci beaucoup, Laurent. On reviendra forcément sur tous les points que vous avez les uns abordés. Laurent, tu as mis l'accent au début sur la question des jeunes et sur les problèmes, je dirais, d'inégalité ou de conflit entre générations, qui est évidemment un aspect non négligeable de la crise. Le problème se posait avant le Covid. Il a été accentué sans doute par la crise actuelle. Alors, il y a déjà des questions que je reprends des amis qui nous écoutent et qui vous posent des questions, donc je vais vous les transmettre. J'y rajouterai éventuellement les miennes et puis on fera un deuxième et dernier tour de table où chacun pourra à la fois réagir sur ce qu'ont dit les autres panélistes et répondre aux questions posées. Alors, il y a une première question qui concerne directement le docteur Hamon. Vous m'entendez, docteur? Un auditeur ou une auditrice vous demande d'indiquer 3 actions. 3. Le chiffre vient pas de moi, il vient de celui ou celle qui nous écoute. 3 actions pour, au fond, améliorer la coopération entre médecine de ville et médecine hospitalière. Bon, je rajoute ma propre question sur celle-là. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer d'autres pays européens sur la manière de bien articuler les deux segments de la médecine, la ville et l'hôpital public? Parce que, je veux dire, on n'est quand même pas une île. Il y a peut-être des leçons à tirer positivement, négativement de ce que font les autres d'une certaine façon. Et je trouve que ça serait pas inintéressant si vous avez des lumières sur les expériences étrangères ou quelques-unes d'entre elles, en tout cas, même si le contexte institutionnel est différent. Je vous redonnerai la parole après, si vous voulez bien stocker les questions que je vais poser. Thierry a posé le problème de la temporalité au fond, il y a à la fois l'urgence, il y a le feu dans la maison. On est intervenu massivement du côté des États, des banques centrales depuis février-mars. C'est le feu dans la maison. Puis en même temps, on fait des plans de relance au niveau national, au niveau européen. Et 750 milliards d'euros viennent d'être enfin approuvés. J'avais une question pour Agnès là-dessus, si tu m'entends. Agnès, à propos de la temporalité de la relance et des plans de relance nationaux, le plan européen, est-ce qu'on pourrait accélérer la mise en œuvre? Est-ce qu'il faudrait accélérer? Est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est aujourd'hui ou dans les mois qui viennent qu'il faut soutenir l'économie, c'est pas dans un an. Il faudra peut-être le faire dans un an, mais il faut le faire aussi maintenant et dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, c'est une question concernant la temporalité. Sur le télétravail, qui a fait l'objet d'un débat entre certains d'entre vous autour de la table, si je puis dire, moi, mon interprétation de ce que j'ai entendu est la suivante. Quand Agnès parlait du télétravail, j'ai eu le sentiment qu'Agnès parlait de ses prévisions. Thierry, tu évoquais plutôt, tu étais sur un terrain plus normatif, mais je me suis peut-être trompé dans l'interprétation. C'est pas tout à fait le même débat. Est-ce qu'il faut y aller?
et est-ce qu'on va y aller? C'est à mon avis deux questions différentes. Et si vous pouvez d'ailleurs donner les uns les autres des précisions. Bon, on voit bien les secteurs qui vont être concernés, puis des secteurs qui sont pas du tout concernés. Hein. Bâtiment, construction, par définition, c'est difficile de faire du télétravail. Mais ça serait pas inintéressant peut-être d'avoir quelques précisions de votre part là-dessus. Alors, il y a deux questions qui viennent de nos auditeurs que je vous livre et vous les prendrez comme vous le souhaitez. Il y a une question qui porte sur les efforts des Français depuis le début de la crise, depuis le début de l'année 2020. La question qui vous est posée est la suivante. Les efforts des Français ont-ils été suffisants et suffisamment collectifs? Bon, voilà la question précise, pas nécessairement facile, mais précise qui est posée par les amis qui nous écoutent. Et puis, il y a une question encore plus, j'allais dire, qui est presque une sorte de défi, mais un défi que je trouve passionnant. Et ça concerne aussi le docteur Hamon, mais ça vous concerne vous tous. Les difficultés rencontrées depuis le début du côté français dans la gestion de cette crise, le manque de moyens des hôpitaux, les milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards mis sur la table. Est-ce que tout ça, quand on ajoute tout ça, est-ce que ça remet ou pas en cause le modèle social français? C'est une question qui est posée et je vais rajouter, si j'en prends connaissance tout de suite, il y a une dernière question vous allez prendre de la part de nos auditeurs. Vous avez posé la question suivante, au fond, sur l'impréparation. Bon, cette crise, elle était imprévisible, hein, on est bien d'accord, même s'il peut y avoir une dimension écologique, et Thierry a eu raison d'évoquer l'écologie, mais elle était imprévisible. La question qui est posée, c'est comment est-ce possible que la France ne se soit pas préparée à ce genre de crise? Voilà. Je pense qu'à partir de là, je vais vous rendre la parole et qu'on arrivera au terme de l'exercice. Je regarde s'il y avait une dernière question sur laquelle… Oui, peut-être pour Agnès, mais aussi pour Laurent. Une partie du sujet, c'est l'État créancier et l'État débiteur. Agnès a évoqué l'État créancier. Laurent Bigogne a évoqué les problèmes de dette, parenthèse, dette publique et dette privée. Hein. Il ne faut pas uniquement focaliser sur la dette publique. Est-ce que sur ces thèmes État créancier, État débiteur, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Agnès, si tu veux bien démarrer. On n'entend pas. On n'entend pas. Moi, j'entends pas. La régie peut faire quelque chose? Allô? Bon, je reviendrai peut-être vers toi. Vas-y. Non, on n'entend pas. Donc, je me tourne peut-être vers le docteur Hamon, en attendant qu'Agnès retrouve son micro. D'accord. Allez-y. Alors, trois actions. Je commencerai par citer Jean-Marc Ayrault, qui avait dit à Grenoble, il y a juste avant qu'il quitte son poste, l'hôpital ne doit plus faire ce qui peut être fait en ville. Et ça commence par supprimer toutes ces consultations externes qui mobilisent du personnel, qui seraient beaucoup plus utiles dans les services si on veut que l'hôpital se limite à l'hospitalisation et collabore avec une ville qui ait les moyens justement. Je pense souvent à l'exemple de l'école de l'asthme où vous avez des pneumologues, des médecins, des internes, des infirmières qui sont mobilisés pour finalement dire à l'enfant qui est amené par ses parents qu'il ne faudrait pas moquette dans la chambre et que le lapin, le cochon d'Inde ou le chat, il serait peut-être mieux à la SPA. Tout ça, ça fait du personnel qui serait beaucoup plus utile dans les services et c'est un boulot qui pourrait être fait facilement en ville par des médecins généralistes ou des pneumologues. Ça, c'est le premier point, que l'hôpital et son personnel soient centrés sur l'hospitalisation et l'accueil des urgences. Ensuite, l'organisation en ville. On s'aperçoit
m'aperçois qu'on nous propose des communautés professionnelles territoriales de santé qui, à mon avis, sont la victoire de l'administration. Alors que si on voulait limiter les hospitalisations, raccourcir les hospitalisations, on demande aux Français d'avoir un médecin traitant. Eh bien, on pourrait leur demander d'avoir également un infirmier référent, un kiné référent, un pharmacien référent. Et en hospitalisation, en cas de retour d'hospitalisation, on a juste à prévenir ces quatre-là qui assurent le retour à domicile, à charge pour eux d'assurer la continuité des soins sur ce territoire. Ça, c'est le deuxième point. Et c'est la simplification, la rapidité, l'efficacité et finalement beaucoup moins cher. Il faudrait naturellement qu'on rémunère ces gens-là, mais ce serait infiniment moins cher une seule journée d'hospitalisation. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, j'ai entendu, je crois que c'est Thierry Pech qui a dit que il y avait cet aménagement des thermiques des bâtiments. Moi, je rajouterais et je compléterai la question quand vous avez dit est-ce que l'État pourrait se préparer, était prêt à assumer cette crise. Je rajouterais qu'on pourrait aménager dans ces appartements thermiques un recyclage de l'air rapide, c'est-à-dire moins de 6 minutes, qui ferait en sorte que actuellement les lieux confinés ne soient pas un piège à virus. On a imposé ce renouvellement rapide dans les boîtes de nuit qui sont actuellement fermées, dans quelques établissements, mais si on concevait les appartements avec un renouvellement, ou tous les restaurants, etc., avec un renouvellement rapide de l'air, ça ne serait pas, on ne serait pas obligé de fermer tous ces établissements. Ça, c'est le deuxième point. Le dernier point. Et alors, l'État prêt, c'est vrai que l'État aurait dû anticiper parce qu'on a connu la crise H5N1, la grippe aviaire, hein. On avait connu la grippe H1N1 qui a fait un flop, mais bon, on savait qu'on aurait dû stocker effectivement cette quantité de masques. On ne va pas revenir là-dessus, mais on aurait dû le faire. On aurait pu également prévoir des tests rapides à la fin, pour le mois de septembre, car on savait que ce virus allait circuler avec l'été. Et donc, il aurait fallu équiper les laboratoires de ville de façon à pouvoir rendre des résultats en 24 heures et non pas en 5, voire 10 jours, comme ça a été le cas jusqu'au 15 octobre, parce que les laboratoires ne se sont équipés, ont réellement commandé ces machines fabriquées en Chine et ne les ont obtenues qu'autour du 15 octobre, donc on a perdu 6 semaines. Là, on voit bien que l'État n'avait pas anticipé et il aurait dû anticiper. Et je terminerai en disant que on a vu l'hécatombe dans les EHPAD. Et je suis surpris qu'on ne développe pas des immeubles intergénérationnels. On parle du plan grand âge, mais dans le plan grand âge, rien n'est prévu pour ces immeubles intergénérationnels. On pourrait très bien, à chaque fois qu'on construit un immeuble, occuper tout le rez-de-chaussée, réserver 3 ou 4 studios ou un 2 pièces pour les couples, pour les très vieux couples qui sont encore là, les faire cohabiter avec une mini-crèche et plutôt que d'imposer aux enfants, aux parents, de confier leurs enfants à des gardes maternelles qui sont dans leurs appartements, on pourrait très bien faire cohabiter 3, 4 couples âgés, des enfants en bas âge, et les gens, plutôt que de compter les vieux qui décanillent les uns après les autres à la salle à manger ou qui se contaminent en EHPAD, avoir ces immeubles intergénérationnels qui seraient un frein justement à l'hécatombe qu'on a connue. Voilà. J'ajouterais juste, excusez-moi, que je suis allé au Danemark pour voir le système de santé où il y a une vraie collaboration entre la ville et l'hôpital et je m'apprêtais à aller en Chine le 12 juillet de cette année, mais comme vous pouvez le constater, on est resté sagement chez nous. Voilà. Merci bien, merci beaucoup, docteur. Agnès, est-ce que Agnès a retrouvé son micro? Agnès? 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 Est-ce que tu as retrouvé ton micro? Non. On n'entend pas. Vous entendez? Bon. Ah si, voilà, ça marche, vas-y. Pas. Si, ça marche, on t'entend. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon, vas-y. Très bien. Bon, alors, d'accord, je vais essayer d'aller assez vite sur les différentes questions. La première, de toi, Christian, accélérer le plan de... Alors, très franchement, je veux dire, le plan de relance va, à mon avis, très vite, peut-être trop vite. Les appels d'offres ont eu un énorme succès. Les enveloppes sont déjà consommées. Un appel d'offres pour la rénovation des bâtiments publics. Appel d'offres industriels.
Les enveloppes sur les plans jeunes sont déjà consommées. Donc, en fait, le plan de relance, alors, on pourrait dire c'est parce qu'il y a un effet d'aubaine, hein, mais en tout cas, je vois plus, peut-être que même plus, ça m'amène au sujet plus bas. Donc, je pense que c'est très difficile de comprendre pourquoi on dépense autant et pourquoi on se préoccupe néanmoins des finances publiques. Il y a une énorme différence entre dépenser beaucoup pendant une crise et dépenser de manière pérenne. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention sur les dépenses de santé, par exemple. Les dépenses de santé augmentent plus vite que le PIB. Et donc, si on n'accepte pas de payer plus d'impôts, soit payer plus d'impôts de manière tendancielle, je ne parle pas de la crise sanitaire elle-même, hein, je parle des dépenses de santé en général. Si on n'accepte pas de payer plus d'impôts ou de taxes, enfin de cotisations pour le service pour avoir un bon service de santé, ou bien de sacrifier d'autres dépenses, eh bien, ce n'est pas soutenable. Donc, je pense qu'il faut faire, quand on dit il faudrait dépenser plus pour ci, pour ça, est-ce qu'on est en train de parler de dépenses pérennes ou de dépenses juste dans le cadre de la crise? C'est très important de faire cette distinction pour la soutenabilité des finances publiques. Et ça m'amène à la dette. Donc, du côté des entreprises, il y a une augmentation très forte de l'endettement depuis le début de la crise, mais il y a également une augmentation très forte de trésorerie déposée dans les banques. Et la dette nette a à peine augmenté. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes entreprises, mais au niveau agrégé, la situation, alors évidemment, va dépendre de ce qui se passe en 2021. Est-ce qu'il n'y a pas par ailleurs des dettes visales sociales, comme, c'est que toutes les entreprises vont sortir avec un surendettement. Beaucoup d'entreprises en particulier ont pris le prêt garanti par l'État comme une police d'assurance. En fait, comme on était au début de la crise, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Elles l'ont pris, c'était pas cher, et donc elles l'ont pas utilisé en fait. Pour ce qui est de la dette publique, donc la dette publique va bondir. C'est le problème qu'elle revienne après la crise à un niveau plus bas. Or, on est des marges d'escalier en France. Donc, on peut dire, eh bien, elle ne coûte rien parce que le taux d'intérêt est très bas. Mais néanmoins, lors de la prochaine crise, ben si on n'arrive pas au moins déjà à la stabiliser, puis ensuite à la réduire, ben on partira. Et ce niveau plus élevé va nous ranger progressivement dans une autre catégorie de pays. Donc, je pense qu'il ne faut pas être complètement. Je pense qu'il faut à la fois tenir le message de investissement, c'est de soutenir le tissu productif qui sans cela s'effondre et en sortie de crise ne pourrait pas repartir. Et de ce point de vue, ça a très bien marché. On a vu après le premier confinement à quel point l'activité avait rebondi. Donc ça marche bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon la dette va être extrêmement difficile à maîtriser en sortie de crise. Je voulais terminer peut-être avec deux choses. D'abord les co-bénéfices. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Thierry a dit sur les co-bénéfices. Mais je pense qu'il faut faire très attention quand on dit le plan de relance n'est pas assez vert, par exemple. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas faire de plan de relance pour les jeunes ou uniquement des jeunes qui se dirigent vers des emplois verts? Je pense que ce n'est pas ça qu'on a en tête. Donc, effectivement, la relance en soi, c'est émetteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, si on veut donner de l'emploi à des jeunes et puis à des gens qui doivent se reconvertir, on est forcé d'avoir de la croissance et donc d'une certaine manière des émissions. Donc je pense qu'il faut voir le plan de relance plutôt comme une manière avoir un impact significatif qui modifie après les comportements, qui mettent en place des filières et qui permettent après de massifier la lutte contre le réchauffement climatique. Avoir un impact majeur parce que ce qu'il faut, c'est que tous les acteurs privés s'y mettent. Voilà, et le télétravail, je voulais juste mentionner l'enquête de l'INSEE, que 33%. D'accord. Oui. Bon, merci. Je me tourne vers Laurent et Thierry conclura. Laurent, vous avez 6 minutes à vous deux, 3 minutes chacun. Je suis désolé de vous bousculer, mais c'est un peu la règle du jeu. Laurent. Et écoute, moi je suis pour qu'on respecte les règles en deux mots. Je pense qu'une crise de la sismicité de scène qu'on traverse
Je reprenais les chiffres de Patrick Artus qui montraient bien qu'on était sur une crise qui était 2 fois celle de 2008 et 3 fois celle de l'éclatement de la bulle Internet, doit nous amener quand même sérieusement à réfléchir, y compris sur le degré de préparation qui était le nôtre. Je pense qu'on n'a pas pris suffisamment au sérieux le thème de la réforme de l'État entre 2017 et 2020, et ça datait bien d'avant 2017. Et que si on était dans la crise avec si on était entré dans la crise avec un État plus agile, plus digital, notamment plus proche de l'expérience utilisateur, donc de celle des citoyens, des usagers, on aurait eu une économie plus résiliente et une société moins défiante. J'aimerais bien que, évidemment, et c'est un vœu pieux, hein, mais moi ça fait partie des choses pour lesquelles je souhaite m'engager et me battre, mais j'aimerais bien qu'on arrive enfin à reparler de ce thème, et il n'est pas que budgétaire, même s'il a évidemment une composante budgétaire. La deuxième chose, et ce sera ma conclusion, c'est que évidemment les balles qu'on se tire dans le pied sont celles qui font le plus mal. Quand on relie un certain nombre de choix, et c'est injuste de le faire, mais rétrospectivement de choix fiscaux qui ont été faits, je pense qu'on mesure tous, compte tenu des efforts considérables qu'on va devoir accomplir, que la suppression de la taxe d'habitation a à la fois très très peu changé au final la vie des gens et eu un impact considérable sur nos finances publiques. Donc attention, y compris quand je vois la droite commencer à nous expliquer qu'on peut baisser la CSG comme ça sans collatéral, attention à ne pas, j'allais dire, consommer les quelques marges de manœuvre que nous avons, parce qu'il faut bien qu'il y ait une base fiscale malgré tout, et il faut bien que cette base fiscale soit aussi également répartie et pénalise le moins possible le tissu productif. J'aimerais bien qu'on se repose la question de savoir si on a fait les bons choix et de savoir comment faire les meilleurs choix possibles à raison d'un objectif absolument cardinal, qui est celui de pouvoir conserver de la base productive en France et de rebondir le plus rapidement possible après la crise. Et de ce point de vue-là, je suis persuadé, et c'est aussi à ça que sert le cercle, que je salue ce soir, il faut qu'on dise plus haut et plus fort au gouvernement quand les choix économiques ou fiscaux qui sont faits ne sont pas les bons. Merci beaucoup. Thierry, pour 3-4 minutes, max. Oui, 3 points rapidement. Sur le télétravail, je crois que la divergence de point de vue entre Agnès et moi tient simplement à ce qu'on regarde. L'enquête INSEE qui a été citée par Agnès, me semble-t-il, donne la parole aux employeurs, aux entreprises, donc qui font des anticipations prudentes, alors que moi, je me basais sur des enquêtes qui racontent le point de vue des salariés et de leurs managers de niveau intermédiaire. Sur la question que tu posais, Christian, il y a des secteurs pas concernés, des secteurs concernés, je crois que ça va vite être démenti par l'expérience. Quand on analyse le travail par tâche et pas par métier, on s'aperçoit que la part télétravaillable est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit aujourd'hui. Mais ça tiendra, je veux dire, ça fait partie du mouvement. Sur le plan de relance lui-même, je rejoins assez Agnès. D'ailleurs, moi, j'ai pas dit que je le trouvais pas assez vert, le plan de relance. Hein. Bon. Je pense simplement qu'il y a 2-3 choses qui auraient pu être faites dans le plan de relance à destination de la consommation et notamment de la consommation des plus modestes. Eux, ils n'ont pas épargné pendant la crise. Les 2 premiers déciles de la distribution, c'est ce que montrait très bien l'enquête du CAE, ils n'ont pas pu épargner parce que tout simplement, ils n'avaient pas de marge. Eux, en sortie de crise, il va falloir, je pense, les aider à consommer. Ils ont une forte propension à ça. C'était le sens de la proposition qu'on avait faite avec Philippe Martin, Daniel Cohen et quelques autres sur le chèque vert. On peut là aussi trouver des co-bénéfices. Voilà, ça coûterait entre 3 et 4 milliards d'euros et ça permettrait de faire des choses qui sont à la fois bonnes pour l'environnement, bonnes pour la relance et bonnes pour les gens modestes. Dernier mot, la crise était imprévisible, je suis pas sûr. Elle était imprévue, c'est sûr. Imprévisible, je suis pas sûr. Regardez les statistiques épidémiologiques liées aux zoonoses. Ça fait 20 ans que la croissance est exponentielle. Nous, on se raconte une histoire sur la transition épidémiologique où on dit le problème de l'avenir, c'est les maladies chroniques, c'est pas les maladies infectieuses. L'âge pasteurien est fini, arrive un nouvel âge de l'épidémiologie. Eh bien, le coronavirus est venu nous rappeler, à nous Européens qui nous croyons à l'abri de ce type d'agent pathogène, que c'était pas vrai. Je vous rappelle que on a pensé dans notre pays que ce type de maladie c'était pour le Sud, c'était pour l'Orient, etc. Le virus de la vallée du Rift, Ebola, Zika, tout ça c'était pas pour nous. Eh bien si, c'est pour nous. Et les zoonoses, elles explosent
Elles explosent notamment parce qu'il y a un effondrement de la biodiversité, une forte interconnexion du monde. Je m'étends pas. Je pense que ça n'était pas imprévisible, mais enfin, en revanche, en effet, c'était totalement imprévu. Merci beaucoup. Ben, écoutez, je voulais vous remercier tous les quatre parce que je pense que grâce à vous, en une petite heure, nous avons abordé non pas tous les sujets, mais beaucoup de sujets qui sont vraiment au cœur de l'interface dont tout le monde a parlé entre le sanitaire, l'économique, l'écologique, le social, le politique au sens le plus noble du terme. Et donc, merci vraiment à vous quatre et merci à tous ceux, toutes celles qui ont eu la gentillesse de nous écouter. Et donc, à bientôt et merci encore au Cercle des économistes. Agnès en fait partie, je suis vice-président, etc., qui nous a donné l'occasion de nous retrouver ce soir avec vous tous. Au revoir et merci. Merci.